coup, bonjour à Annie Chabert. On vous remercie de nous accueillir chez vous pour réaliser une capsule vidéo qui sera du coup diffusée lors d'une journée départementale. Les moments clés, agir ensemble pour des accueils plus inclusifs. Donc, je vais vous poser quelques questions. Que pouvez-vous nous dire sur la question de la représentation du handicap dans la société? Alors, je vais laisser la parole à Eva qui vient aborder. N'hésitez pas à poser des questions par mail. Je me fais un plaisir de répondre. Eva, tu pourras répéter mon adresse. Alors donc je vais laisser la parole à Eva qui va répéter ce que je dis et qui va répondre aux questions. N'hésitez pas aussi à m'envoyer vos questions par mail et j'y répondrai avec plaisir. Donc l'adresse mail c'est chabert.anise@gmail.com. Alors sur la première question, je commencerai par attirer en amont votre attention sur le fait qu'une représentation, ce n'est pas la définition d'une réalité ou même son appréhension au cas par cas. Une représentation, c'est une double présentation, comme le suggère le préfixe re. L'objet se donne, se présente dans un premier temps. Nous le saisissons dans un second temps par le biais de nos représentations qui sont nécessairement biaisées par notre façon d'approcher et de saisir la réalité. N'importe quel individu se crée un bagage de représentation en fonction de son histoire, de sa culture, de sa perception et de sa capacité à agir dans le monde, ou encore de l'environnement dans lequel il évolue. Mais la représentation n'est en aucune manière une pierre de touche et ne nous dit rien de l'exactitude de la réalité. Elle est plutôt la résultante de la construction d'une norme, ici la norme ordinaire, entre guillemets, s'il en existe une, puisque l'on parle de société. Quoi qu'on en dise, le handicap a très mauvaise presse. Les gens qui en parlent ont souvent un regard extérieur de pitié, voire de dédain pour ces personnes qui sont souvent, paradoxalement, bien plus débrouillardes et plus battantes que l'ordinaire des gens, il faut bien le garder à l'esprit. Cela met en lumière une méconnaissance évidente du handicap dans la société. On se représente souvent la personne handicapée comme étant d'un autre monde avec des règles qui sont trop étrangères pour qu'on puisse entrer dans cette nouvelle intimité. Et puis, la personne handicapée dérange au sens où elle fait sortir du rang, puisque son fonctionnement quotidien a souvent bien peu à voir avec le fonctionnement d'un individu normal, surtout lorsque le handicap est lourd. De mon point de vue, le même problème se pose entre deux individus dits ordinaires, mais alors la différence est notable car elle évoque une altérité encore plus radicale. Les gens ne peuvent pas facilement s'identifier à cette nouvelle identité, ce dont d'ailleurs ils s'arrangent dans leur grande majorité, puisqu'ils font comme s'il n'y avait pas de problème à résoudre. Or, justement, la personne handicapée nous confronte à des problèmes, elle sollicite une intervention extérieure. Dans le meilleur des cas, on a affaire à des gens bienveillants qui font de leur mieux pour rétablir un équilibre mis à mal par le handicap. Mais on conçoit difficilement que la personne qui souffre d'un handicap puisse faire de meilleurs choix et tracer un parcours plus convaincant que quelqu'un qui a toujours vécu dans un environnement standard. Comme s'il y avait un seuil, celui de la norme ordinaire, et que la personne handicapée devait toujours, sous cette norme, au risque de choquer et d'éveiller les jalousies quand elle la dépasse. Et pourtant, envers et contre toute attente, on peut rencontrer ce genre de situation de dépassement quand la personne a eu l'audace qu'il fallait pour franchir les limites que son environnement lui assignait a priori. Et son environnement, lorsqu'on parle d'un enfant, c'est en premier lieu ses parents, sa famille, de manière générale, son milieu scolaire, les temps des loisirs qui lui sont proposés. Une réelle bienveillance irait plutôt dans le sens d'un accompagnement et d'une adaptation à ces nouvelles normes que la personne handicapée a souvent mises en place parce qu'elle n'avait pas le choix. Je vous remercie. Et du coup, en quoi l'environnement joue-t-il un rôle essentiel dans la participation de tous aux activités sociales? L'environnement joue effectivement une part essentielle et déterminante dans la participation sociale de tous. Même dans le handicap, on reconnaît la validité d'un tel paradigme
qui n'est plus centré sur l'individu isolé, mais sur les rapports entre l'individu et son milieu, comme le montre un rapport de l'OMS entériné en 2001, qui met en avant l'influence primordiale de l'environnement sur la vie du sujet. J'ai toujours défendu cette primauté, mais la véritable originalité de mon travail, c'est de la mettre en perspective avec une chronologie où la société propose dans un premier temps, alors que l'individu choisit entre les possibilités dont il dispose. C'est en cela que j'applique un concept qui m'a beaucoup parlé dès que j'en ai eu l'écho, même si a priori n'est pas directement relié à la question du handicap. Il faut savoir qu'au début, la notion émerge des travaux d'un économiste philosophe Amartya Sen qui s'interroge au registre de la pauvreté et aux inégalités. Sen critique en effet l'approche utilitariste qui ne décrit absolument pas la dimension des libertés individuelles dans un pays quand elle se penche sur la qualité de l'individu, mais se limite au contraire à décrire la quantité de biens et de revenus via le PIB. Mais sa critique ne s'arrête pas là, puisque Sen remet également en cause l'approche rawlsienne qu'on peut trouver dans la théorie de la justice que Rawls publie en 1971, qui apportait déjà un amendement à ce premier cadre et à sa limite au niveau des ressources individuelles, en faisant intervenir le voile d'ignorance. Sen montre justement que pour la même valeur utilitaire d'un bien, un individu peut se retrouver dans des conditions de qualité de vie très différentes selon l'environnement et l'état dans lequel il évolue. Par exemple, en termes de liberté, le même bien social d'une voiture, par exemple, n'offrira pas le même degré de liberté aux États-Unis où il faut impérativement posséder un véhicule pour atteindre une certaine qualité de vie, et au Burkina Faso où les routes sont peu carrossables dans cet environnement et où le véhicule devient presque une gêne et un bien inutilisable qui ne permet pas, ou seulement très peu, d'accomplir une autonomie de vie. Sen s'intéresse avant tout à l'égalité des chances et non plus seulement à l'égalité des situations. Il prône une redistribution plus équitable des ressources. Le premier ouvrage où il met ce concept en avant date de 1985 dans Commodities and Capabilities. Amartya Sen et Martha Nussbaum, une autre pionnière du thème des capabilités, le définissent ainsi. Une forme de liberté, la liberté substantielle d'atteindre différentes combinaisons de fonctionnement. Il ne s'agit donc pas simplement des capacités dont une personne est dotée, mais des libertés ou des possibilités créées par une combinaison de capacités personnelles et d'un environnement politique, social et économique. Donc c'est une citation de Nussbaum reprenant et commentant une phrase de Sen. Le thème se rapproche avec beaucoup de pertinence de celui du handicap, même si à première vue les deux notions semblent éloignées. J'ai consacré une première partie de ma thèse et de mon ouvrage Transformer le handicap, publié en 2017 chez RS, à cette proximité. En effet, on travaille depuis de nombreuses années sur un modèle social du handicap en mettant bien en valeur que le handicap est une résultante d'interaction de l'environnement. Ce modèle n'est toutefois pas encore ancré dans les esprits et donc pas appliqué systématiquement, à la faveur d'un ancien modèle qui prime, à savoir un modèle médical, où l'individu est isolé quant à son handicap et surtout presque considéré comme responsable de ce dernier. Il y a donc encore du chemin à parcourir avant d'infléchir les esprits. Toutefois, même dans ce modèle social plus environnemental, qui me paraît infiniment plus juste, la question de la chronologie des interventions n'a jamais été soulevée. Pour moi, faire intervenir la grille de lecture des capabilités, c'est confirmer la primauté de l'environnement sur ce que pourra faire ou ne pas faire l'individu qui évolue a priori avant même de se pencher sur la question des capacités qu'il pourra ou pas y déployer. Qu'est-ce que le milieu lui permet d'être, lui permet de faire ? À même niveau de handicap, deux individus n'ont pas du tout accès aux mêmes possibilités de vie selon l'environnement dans lequel ils évoluent. On voit combien cette question insiste sur une responsabilité collective, pas du tout présente dans le modèle médical. L'individu, en l'occurrence handicapé, ne peut s'épanouir que dans un milieu qui le lui permet. Et l'environnement ou le milieu, ce n'est pas qu'une question d'accès, c'est aussi et surtout une question de mentalité, une question d'aborder la différence de l'autre, de ne pas rester sidéré devant cette altérité, mais au contraire de la considérer, selon les termes de Marielle Massé. Alors bien sûr, la stigmatisation crée de la ségrégation, c'est-à-dire une distinction entre deux mondes selon les publics qui peuvent y évoluer. Et cette ségrégation doit justement aller vers plus de mixité pour partager entre autres les espaces.
Il y a bien eu des progrès au cours des dernières décennies par rapport au handicap, mais certains domaines n'ont pas avancé et j'espère très sincèrement dans un avenir proche une vie meilleure qu'à présent pour les personnes lourdement handicapées. Je vous remercie pour votre réponse. Et du coup, si on considère le centre de loisirs comme un espace de relations sociales où les enfants peuvent grandir et jouer ensemble, en quoi, selon vous, l'accès à ce lieu est nécessaire pour que les enfants, et plus particulièrement ceux qui sont en situation de handicap, puissent se développer? Effectivement, ces moments de loisirs où les enfants peuvent grandir ensemble et une manière d'apprendre à faire avec la différence de l'autre dès le plus jeune âge. Ce n'est évidemment pas le seul lieu qui nécessite cette mixité, ce partage d'un espace public, mais c'est une partie à part entière de l'éducation du plus jeune âge, d'apprendre à faire avec ses congénères, avec l'ébauche de la société qu'il va côtoyer toute sa vie. Et ce lieu, parmi d'autres, ne revêt pas une importance cruciale seulement pour les enfants handicapés, même si cette importance est d'autant plus déterminante pour eux, étant donné que ce sont les premiers exposés aux blessures d'une éventuelle ségrégation des espaces ou des mentalités si elles devaient se maintenir. La mixité, ce qu'on appelle société inclusive, profite à tous et pas seulement aux porteurs de handicap. Le jeune qui aura grandi et partagé son quotidien avec un autre jeune en situation de handicap ne verra plus son camarade ou son futur collègue comme essentiellement différent. Il le verra tout simplement comme il est, c'est-à-dire comme n'importe quelle personne qui a nécessairement une part de singularité et ici des besoins spécifiques en particulier. J'ajoute qu'à mon sens, c'est évidemment dès le plus jeune âge que nous devons apprendre à côtoyer et à rencontrer le monde de l'autre, fût-il très différent, comme dans les situations de lourd handicap. Ce n'est pas lorsque les mentalités se sont figées plusieurs décennies de vie après que nous pouvons envisager un changement de représentation, inverser le cours des stigmatisations en un coup de baguette magique. Il faut du temps, il faut réfléchir à la situation dans sa globalité, essayer de répondre à la question qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui, et surtout poser le problème en amont en agissant avant tout dans le domaine de l'éducation pour avoir le maximum d'efficacité. Une mixité intelligente est la première condition du vivre ensemble, d'une ouverture sociale qui permettra aux uns et aux autres de s'enrichir mutuellement. Merci beaucoup, Anis Chabert. Je vous remercie pour votre intervention et le temps que vous avez consacré pour la réalisation de cette vidéo. Merci également.